Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guyane, actualité. Merci, 10 ans de Radio Pays, merci de nous faire confiance. Et puisque nous sommes dans la période des vœux, vous avez raison, je vous présente à vous, la FAPEG, mais également à vos invités aujourd'hui, le meilleur pour cette année 2025, à l'association Trop Violence. Là, je suis censé être neutre quand je dis ça. Nous avons une obligation de neutralité que je vais écarter 30 secondes, mais continuez, Yvan Goua, avec Trop Violence, à faire ce que vous faites très 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 bien. Merci. Parce que généralement, c'est dans le silence qu'on a besoin d'entendre des voix fortes pour commencer à avoir de l'espoir. Et Jérôme Gay également avec nous. Je vous souhaite une très bonne année. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Pareillement à vous, pareillement à toute l'équipe et à tous les auditeurs et les auditrices de Guyane. Merci à tous les trois d'être là. Et ça touche en beau. Nous allons parler aujourd'hui de cette problématique qui n'est que trop présente et trop discutée en Guyane. Il n'y a pas une semaine dans les journaux de Radio Pays où nous ne parlons pas d'un jeune qui s'est fait arrêter, jeune ou moins jeune qui s'est fait arrêter avec de la drogue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeunes qui se retrouvent à faire la mule, parfois bien malgré eux. Ils sont pas au courant de ce qu'ils font, ils sont pas au courant de ce qu'ils transportent, mais ils se retrouvent quand même pris dans les mailles du filet. Tout à fait, Kylian. Alors aujourd'hui, le causé FAPEG va porter sur cette thématique du phénomène des mules. Je sais que Trop Violence n'aime pas forcément qu'on utilise ce terme, mais bon, c'est vrai que c'est le terme qui parle un peu à tout le monde et ça permet une meilleure compréhension. Alors pourquoi on aborde ce thème? Il s'agit pas de faire un débat sur la problématique elle-même, le pourquoi du comment, même si on va l'aborder aussi, mais c'est surtout pour donner des pistes, des billes aux parents. Parce qu'on a eu des cas de parents qui nous sollicitent pour savoir quoi faire. Ils sont appelés en général par la police judiciaire du Val-de-Marne ou autre dans l'Hexagone, et puis ils sont démunis, ils n'ont pas de nouvelles, ils savent pas quoi faire et ils sont surtout en panique. Donc voilà ce sur quoi va porter l'émission d'aujourd'hui, et je ne doute pas que nous aurons beaucoup d'auditeurs et des appels très certainement. Le thème est déjà posé. Mon enfant fait la mule. Que dois-je faire? Je vous pose la question à tous les deux. Quand généralement on reçoit ce coup de fil, pour l'avocat que vous êtes et pour les représentants des parents à travers l'association, quelle est la première chose à faire lorsqu'on reçoit ce coup de fil? Je me demande si c'est moi ou si c'est vous. Non, je vous laisse la parole. Par délicatesse, je vous laisse la parole. En fait, juste pour préciser aussi, reclarifier, c'est que l'association Trop Violence fait de la prévention, d'accord? Donc beaucoup de prévention dans les quartiers. Aux abords des établissements scolaires, collèges, lycées principalement, que nous visons, même s'il y a aussi des problèmes aujourd'hui, même encore plus bas dans le système scolaire. Donc, notre but en soi, Trop Violence, c'est d'éviter le coup de fil. C'est d'éviter le coup de fil. Notre but, c'est d'éviter cela. Et malheureusement, effectivement, vous l'avez dit, au travers du nombre, de la proportion de ce phénomène, on n'évite pas cet appel-là. Donc, quand je dis par rapport à la prévention, c'est vrai que nous disons beaucoup aux parents, de nos jours, on ne peut pas se permettre de ne pas savoir où est son enfant et ce que fait son enfant de manière régulière, quoi. Comment dire ça? Donc, c'est vrai que je préfère, comme vous commencez déjà par la police appelle, on est à la fin. Donc, déjà le début. Vraiment, pour les parents, le conseil que je peux donner, sachez où est votre enfant, ce que fait votre enfant, et ayez une bonne communication avec vos enfants. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir être des parents copains, des parents amis, potes, tu vois, et derrière, on oublie que le parent a la responsabilité normalement de veiller à ce que son enfant n'arrive pas en fait à ce type de situation. Ensuite aussi, de dire que l'aéroport Félix Éboué fait beaucoup de carnage. Je sais que je ne vais pas causer de débat en disant cela. Pour nous, Trop Violence, il est clair que c'est un système qui est totalement inopérationnel, inaudible, et qui ne va pas dans le bon sens, en fait, puisque l'objectif est de multiplier les arrêtés, et là, les avocats souvent interviennent.
de multiplier les arrêtés. Quand on a donné l'arrêté, on n'a pas saisi la drogue. Quand on a l'arrêté, on n'a pas fait de procédure judiciaire. Et donc derrière, ça fait que le même gamin qui potentiellement, enfin gamin ou pas gamin d'ailleurs, là aussi rappeler que le phénomène des mules, c'est aussi pour les parents que tu t'adresses parce que ça touche aussi beaucoup de parents, jeunes parents, et puis toute personne qui potentiellement a besoin d'argent. Et donc du coup, quand je dis qu'il n'y a pas de procédure et que c'est un problème, c'est-à-dire que derrière, le jeune, si c'était une mule et s'il voulait transporter de la cocaïne, il va se représenter à l'aéroport généralement 10 fois, 11 fois, 20 fois, avoir 50 arrêtés, et puis derrière, en fait, ça n'aura pas réglé le problème, puisqu'il sera toujours systématiquement reparti avec sa drogue, puisqu'on n'aura pas saisi la drogue. Et par contre, on aura entre-temps discriminé et empêché les uns et les autres de voyager. On aura demandé des choses à des personnes qui potentiellement n'étaient pas dans le trafic. Alors j'en reviens à cette question. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a l'appel ? Effectivement, c'est pour ça qu'après, il me permettra de revenir. Mais oui, parce que de toute façon, je ne vous laisserai pas la parole jusqu'à la fin. À un moment donné, il me permettra de revenir. Quand on a un appel, on appelle l'avocat. Là, je vous laisse dérouler, mais après, je vais... On appelle l'avocat. Oui. On appelle l'avocat, il n'y a pas d'autres personnes à appeler, parce que souvent, on nous appelle nous. Mais derrière, on appelle un avocat, parce qu'il est question de défendre, en fait, son enfant. Alors, surtout pas, moi, je dis aux parents, c'est pas à ce moment-là qu'on règle ses comptes avec son gamin, si vous voulez. Il est déjà bien embêté, là. Voilà. C'est pas là qu'on va régler ses problèmes, et donc, du coup, débrouille-toi, tu t'es mis dans ça. Parce que de toutes les façons, si c'est pas les parents, si c'est pas la famille qui appelleront l'avocat et qui s'occuperont de ça, ça sera quelqu'un d'autre. Et malheureusement, ça risque d'être justement ceux qui potentiellement l'ont envoyé faire la mule, ceux qui potentiellement lui ont donné l'opportunité de faire la mule. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment que les familles aient un regard dès le début de la procédure et qu'ils suivent en fait cette affaire-là, parce que l'enfant n'a pas d'argent normalement, puisqu'il l'a fait normalement pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, il n'a pas normalement les moyens de se payer un avocat. Donc, si un avocat arrive dans la danse, sauf s'il est commis d'office, derrière, c'est que quelqu'un d'autre l'a payé. Donc voilà. D'accord. Maître Jérôme Gay. Bon, alors là, on arrivait sur un terrain ultra glissant, donc c'est bien qu'on s'arrête là. Donc je vais reprendre la question du départ. Oui. Bon, effectivement, là, c'est un peu tard, et comme l'a très bien dit Madame Goua, ce qui est fondamental, c'est ce qu'elle a dit au début, c'est-à-dire la prévention et le fait de communiquer avec ses enfants et d'essayer d'avoir ce lien régulier qui permet d'éviter ce genre de phénomène qui est très prégnant, malheureusement, dans la région, et pour lequel on doit être extrêmement vigilant quand on est parent, parce que personne n'est à l'abri. C'est-à-dire que toutes les classes sociales sont touchées. Oui. Toutes les classes sociales, attention. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a le problème des fréquentations, et que les choses vont très vite. Les choses vont très vite, et puis il y a des jeunes qui sont plus naïfs que d'autres aussi, et puis qui ne se rendent pas compte de ce dans quoi ils rentrent. Alors, une fois que on est arrivé malheureusement au fait que le jeune a fait la mule et qu'on reçoit, comme vous l'avez dit, cet appel. Alors, on reçoit cet appel. Là, il y a plusieurs choses à faire, mais je dirais la première, c'est effectivement de contacter un avocat. Alors, on est dans l'émotion. Pourquoi je pose la question ? Parce que généralement, on reçoit cet appel, on est dans l'émotion, on est sous le choc, il y a énormément d'informations qui sont à gérer. Vous savez, quelquefois, il m'arrive aussi de choquer les personnes qui me font l'honneur de me confier la défense de leurs intérêts. Et je les choque en leur disant, écoutez, c'est bien, il est en prison, il n'est pas mort. Et je vais vous dire une chose, c'est ce sur quoi j'allais venir. On ne se rend pas compte de la dangerosité et de ce que implique le fait de mettre un pied dans le trafic de stupéfiants. Donc, je disais que les parents doivent absolument appeler un avocat. On peut, vous savez, deux situations. Votre enfant est pris en Guyane, votre enfant est pris en métropole. D'accord ? C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Votre enfant est pris en Guyane, dans son malheur, il a de la chance. Votre enfant est pris en métropole, ça va être très compliqué et beaucoup plus dur. Et il y aura même, qu'on le veuille ou non, une différence dans la peine et dans la façon dont les choses seront appréhendées avant la peine, c'est-à-dire s'il y a une instruction en termes de placement en détention provisoire et de contrôle judiciaire, vous aurez plus facilement un contrôle judiciaire et une remise en liberté en Guyane, et vous aurez une incarcération quasi systématique en métropole et quelquefois qui dure longtemps. Avec un fonctionnement grippé, je dirais, de la machine judiciaire,
et ce que tous les avocats pénalistes connaissent, avec des demandes qui peuvent être parfois bien argumentées, mais qui ne passent jamais, y compris devant la Chambre de l'instruction de Paris. Donc, en réalité, il y a deux phénomènes qui sont différents. Votre enfant est pris en métropole, ça ne vous empêche pas, même si vous ne connaissez pas d'avocat dans l'Hexagone, de contacter votre avocat ou un avocat que vous connaissez en Guyane. Lui va se charger de trouver un confrère et va vous aider, va commencer à vous aider. Parce qu'effectivement, là où je rejoins encore une fois Madame Goua, c'est que on ne peut pas faire confiance à certains organes de la procédure. Il y a quelquefois des gens qui sont dévoués de bonne foi et qui font les choses dans le sens d'une défense des intérêts de la personne qui est mise en cause, mais d'autres fois, ils les enfoncent. Et la seule personne qui ne va pas les enfoncer, ça va être votre avocat. Donc, oui, quand on en arrive là et que c'est problématique, le réflexe, c'est avocat. Ensuite, et je ne serai pas trop long, mais juste pour dire que, attention, c'est pas parce que votre enfant a été pris une fois qu'il ne faut pas ne plus être dans la prévention. Parce qu'il y a encore la prévention de la récidive. Et la prévention de la récidive, là, vous pouvez à nouveau, même, il n'est jamais trop tard pour bien faire, refaire tout à zéro et essayer de faire de la prévention et de passer des messages qui vont peut-être cette fois être mieux reçus par les intéressés pour éviter qu'ils ne recommencent. Outre le fait que quand on a été pris une fois, il y a quand même un choc procédural de la réponse pénale qui est plutôt de manière générale bénéfique. Attendez, Vengoua, juste une petite sous-question, mais pour les parents qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, alors, quel recours ils ont? On en était là. Il y a un système, on est dans un pays, on se plaint souvent. Bon, c'est un petit peu un sport favori, on aime ça, et puis à la limite on a raison, puisque c'est en se plaignant qu'on obtient des avancées. Donc, aucun problème sur l'intérêt de combattre toujours. Mais le fait est qu'on a de la chance d'être dans un pays où on a un système qui est organisé, de solidarité nationale, où même si on n'a pas le droit à un avocat, on a un avocat commis d'office. Et les avocats commis d'office, ils font un travail qui est parfois excellent. Donc, on a des avocats commis d'office qui sont quelquefois débordés. C'est vrai que quelquefois, l'avocat commis d'office peut faire l'objet de reproches, mais on peut aussi payer un avocat et avoir des reproches à faire à cet avocat qu'on paye. Donc, il faut juste s'occuper et veiller sur ses affaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ses affaires et il faut regarder ce qui est fait. Mais l'avocat commis d'office, il ne se limite pas à la garde à vue? L'avocat commis d'office, il a tous les stades de la procédure, madame. Il est à la garde à vue. Il y a un avocat commis d'office qui est prévu pour le passage devant un juge d'instruction. Il y a un avocat commis d'office qui est prévu pour le passage devant un procureur, devant un tribunal correctionnel, devant un juge des libertés de la détention. Il y a un avocat commis d'office. Votre enfant, il est pris dans un système pénal français qui est quand même bien organisé et il aura une défense, même si vous n'en avez pas les moyens. Voilà. Et quelquefois... Ça, c'est bon de le rappeler, parce que c'est pas souvent dit en garde à vue. Il y a toujours un avocat. Il y a toujours un avocat commis d'office. Alors, quelquefois, c'est vrai que les avocats commis d'office n'arrivent pas à venir au stade de la garde à vue, mais au stade justice, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Est-ce que lorsque il y a l'aide juridictionnelle aussi possible. Oui. Quand on n'a pas les moyens, il y a l'aide juridictionnelle. Après, c'est vrai que les familles aiment bien aussi se solidariser pour venir en aide à la personne, et il y a aussi la possibilité de payer un avocat. C'est sûr que c'est préférable. Je ne vais pas dire le contraire. Je viens pas pour raconter des histoires. Mais bon, voilà, il faut savoir que tous les avocats, commis d'office ou non, travaillent sincèrement et travaillent plutôt bien en général. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'analyse même du dossier, généralement, nous, quand on reçoit l'information à la rédaction de Radio Pays, on voit que ce sont souvent des personnes qui se font attraper pour la première fois, des jeunes à qui on promet des sommes qui parfois nous laissent étonnés pour 3, 4 000, 5 000 euros, décident de faire la mule. Est-ce que dans le dossier, il a la prise en compte de la première fois, de la situation sociale également. Est-ce que ces choses-là sont prises en compte? Il y a toujours la prise en compte de la première fois. Il y a eu différentes politiques pénales dans la région. Il y a eu plus de sévérité. Il y a eu quasiment, on peut dire, trop d'indulgence et du laxisme. Et il y a eu ensuite un équilibre. Et c'est l'équilibre qui reposait sur une théorie, justement, ce que vous dites, monsieur. Vous venez pour la première fois, ok. C'est un peu un droit à l'erreur au niveau pénal. Vous venez pour la première fois, ok, on va pas vous incarcérer. Mais
c'est terminé. Vous avez usé votre joker. Ça marchait assez bien. Ça marchait assez bien. Mais derrière, il faut de l'accompagnement et il faut vraiment continuer d'éduquer les gens en permanence, même après. Moi, ce qui me pose un problème en Guyane, c'est le côté systémique. Quand on voit qu'il y a des familles entières qui sont dans le trafic de stupéfiants, quand on voit qu'il y a des populations qui sont plus touchées dans l'Ouest, c'est vrai que ça fait beaucoup de peine parce qu'on sent une contrainte et une pression sociale qui rend les choses quasiment inévitables. Mais du coup, on a l'impression que c'est une fatalité. Et moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, malheureusement, je dis presque, j'ai vu beaucoup de jeunes se sortir de ce milieu en sortant de la Guyane. C'est triste à dire, mais voilà un peu où nous en sommes. C'est systémique et c'est, comme tu dis, parce que derrière, c'est ce dont d'ailleurs on se plaint au niveau de l'association Trop Violence, c'est qu'il n'y a pas de moyens pour la prévention. Il n'y a pas de moyens mis pour la prévention. Il n'y a pas de volonté de prévenir plutôt que de guérir, en fait. Et derrière ça, on va se cacher derrière le fait qu'il n'y a pas de place dans la prison de Rémire, parce qu'il a raison en parlant de Paris et d'ici. Il y a une période où on a privilégié d'interpeller les mules à Paris. D'ailleurs, ça a saturé tout le système juridique là-bas. Et ils en ont dit, ça suffit, on veut plus de vos mules, gardez-les. Et puis, on nous a sorti l'arrêté. Donc, derrière, il n'y a pas cette volonté de vraiment... Alors, pas cette volonté, moi je suis cash, hein. Après certains vous diront oui ils essayent mais ils n'y arrivent pas, mais bon, il n'y a pas une volonté vraiment de régler ce problème. Excusez-moi, je reviens 30 secondes sur ce que vous venez de dire. Ça signifie qu'au départ de la Guyane, on sait que la personne transporte quelque chose, mais qu'on décide de l'arrêter une fois arrivé à Paris. Voilà, ce n'est pas à Paris qu'on découvre que... Vous ne vous rappelez pas, c'était je crois 2018, je ne vais pas dire de bêtises, avec le plan ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur et un troisième, je ne sais plus qui, sûrement les Outre-mer, et où derrière le 100%, en fait, il nous disait 100% réussite à peu près à l'époque, c'était leur objectif était d'interpeller toutes les mules. Ah oui, Madame Goua, parce que j'étais encore dans le pôle sécurité justice. Ah oui, Madame Goua, on va les interpeller, on va interpeller tout le monde, ça va durer 2 mois. Et donc, on envoie un signal. Bon, c'est une tentative, c'est un essai. Mais on leur a dit dès le départ, c'est que en fait, l'ampleur de la chose est tellement 2 mois, tout le monde, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc, ils vont attendre les 2 mois et puis ils vont se réorganiser. Donc derrière, c'est vraiment cette politique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien sûr qu'il faut être entre un bon équilibre entre j'arrête tout le monde ou je n'arrête pas, parce que nous on n'est pas, bien sûr pas pour, c'est pas en prison qu'on s'éduque, hein. Et c'est là le problème d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui on a des habitués de la prison, on a des habitués de l'interpellation des mules, parce que quand tu es interpellé en Guyane, tu finis avec un bracelet, tu fais rarement la prison, il l'a dit l'avocat, et quand tu es là-bas, donc il y a même finalement, si tu veux vraiment envoyer un signal à ton gamin, malheureusement avec la distance et avec tout ce qu'il n'aura pas, du coup sa famille auprès de lui, vaudrait mieux qu'il soit interpellé à Paris, parce que sinon en Guyane on est quasiment sûr qu'il revient, qu'il repart en fait. Je vous pose la question à tous les deux. Lorsque l'enfant se fait arrêter à Paris, qu'elle se fait incarcérer, vous aviez parlé, Jérôme Gay et vous, Yvan Goua, de 2 salles, 2 ambiances, c'est-à-dire que c'est plus compliqué une fois qu'on est arrêté à Paris. Est-ce qu'il y a un véritable danger de suicide, je pose vraiment la question parce qu'en préparant cette interview, je me suis rendu compte sur certains chiffres qu'il y avait des petites lignes comme ça concernant les ultramarins qui se font incarcérer dans ces affaires de mules, une fois incarcérés, qui psychologiquement n'arrivent pas à supporter. Mais monsieur, déjà, ils sont loin de chez eux. Ah ouais. Ils sont loin de leurs liens affectifs. Et puis surtout, pour tout homme, l'enfermement, la privation d'aller et venir, c'est tout simplement contre nature. L'homme n'est pas fait pour être enfermé. Donc, c'est une souffrance. Et quelquefois, quand il y a des dérives d'ailleurs, dans les conditions, dans la façon dont les gens sont interpellés ou détenus, on parle d'actes de torture presque. Parce que c'est une torture d'être enfermé et d'être privé de sa liberté d'aller et venir. O-News Radio sur outremernews.fr.